un mythe de la justice internationale. Un grand révolutionnaire. N'importe où que vous soyez, vous demandez le plus connu, le plus célèbre avocat du monde, c'est Jacques Vergès. Maître Jacques Vergès, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais très bien, merci. On est très content de vous voir. Oui. Un guerrier. Si vous voulez. Alors, la question que je me suis posée, Maître Vergès est un guerrier parmi les soldats de Dieu ou le diable, du mal ou du bien. Comment vous le voyez? Écoutez, je ne vois pas le monde quand même de cette manière, le bien et le mal, mais disons que je me bats pour un idéal qui est considéré comme le bien par tout le monde, c'est-à-dire pour l'indépendance des peuples, contre l'humiliation, contre les atteintes à la dignité humaine, contre la torture, contre l'agression. C'est-à-dire, vous ne croyez pas à la dualité, mal et bien, noir et blanc. Vous croyez que troisième entité peut exister, gris? Non, je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Plus complexe que ça? Oui. Trois? C'est-à-dire Non, pas- ni deux, ni trois? Ni deux, ni trois. Que le blanc n'est jamais tout à fait blanc, que le noir n'est pas tout à fait noir. Alors, gris? Non, pas du tout. Non. 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 Croyez-vous en Dieu? Je crois en l'homme. C'est l'homme qui a créé le Dieu? Je ne sais pas. Une force cosmétique qui peut être plus fort que l'homme. Je crois que rien n'est plus fort que l'homme. On le voit aujourd'hui. On l'a vu hier. Quand la France a combattu le FLN algérien, les Algériens étaient moins forts au point de vue militaire, au point de vue armement. Ils ont gagné. Les Vietnamiens ont gagné à la fois contre la France et contre les États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a gagné, c'est le courage de l'homme. L'homme contre l'homme, de toute façon. Non, l'homme contre la machine. L'homme contre la force morale contre la force matérielle. Moral n'avait pas de matériel pour gagner les guerres. Il avait le matériel. Qui L'homme Ils qui a gagné. Ils avaient moins de matériel. Les Vietnamiens, quand ils ont battu les Américains, n'avaient pas d'avion. Quand ils ont battu les Français, ils n'avaient pas de chars. Les Algériens ont gagné leur guerre, ils n'avaient ni avion ni char. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le courage. Foi, le foi aussi. on La dit. force morale. La force morale. Est-ce que la force morale et le courage, les deux en même temps, pour faire gagner contre les grandes puissances? Sûrement. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'était comme ça. On n'a qu'à voir en Irak aujourd'hui. Les Américains sont avec une armée extraordinaire, c'est la plus grande puissance militaire du monde. Oui. Et ils ont frappé un pays beaucoup plus faible. Oui. Et ils sont pris maintenant, ils ne savent pas comment. C'est une défaite morale, c'est une défaite politique. Ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. Et maintenant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce que là-bas seulement c'est la faiblesse des Américains ou la force de d'autres services de renseignement sur place qui peut manipuler plusieurs tendances idéologiques politiques, mon cher maître? Non, on peut en penser toujours qu'il y a des forces étrangères, mais quand des hommes acceptent de mourir pour une cause, ça montre très bien que c'est une force morale. Ce n'est pas une faiblesse de mourir Pour une cause? pour une cause. Non, non. Parce que ça dépend de quelle cause, mon cher maître. Certains disent que la fin justifie les moyens. Peut-être la manière de faire la guerre justifie la guerre aussi. Les gens qui se battent, qui se sacrifient pour une cause, les Irakiens qui se battent, quelle qu'ils soit leur tendance, se battent pour la dignité de leur pays, pour la dignité humaine, se battent contre Abu Ghraib. Abu Ghraib est une monstruosité. Quand vous voyez des hommes nus, mourants, tirés avec une laisse par une jeune fille qui rit, nous sommes en pleine barbarie. Pendant la guerre d'Algérie, c'est l'usage de la torture qui a été la défaite morale du gouvernement français.
Mon cher maître Jacques Vergès, croyez-vous que des messagers ou des prophètes ils étaient des choses positives dans l'histoire humaine? Oui ou non? Que les prophètes ont été une histoire positive, sûrement. C'était positif. Oui. Alors, c'est-à-dire, on va revenir à notre question première, ça veut dire Dieu, prophète, important. Même dans le combat. Vous citez l'Irak. L'Irak d'aujourd'hui ne pouvait pas continuer son combat contre les Américains sans prophète, sans Dieu. Oui, c'est vrai, sans cette croyance, oui, qui est respectable. Mais vous savez, les Vietnamiens se sont battus sans référence à Dieu. Mais ils avaient une croyance quand même, les Vietnamiens. Ils croyaient dans leur nation, dans la nation vietnamienne. Parce que toujours dans la philosophie, on dit l'objet à quoi vous croyez, ce n'est pas très important. L'important, c'est que vous croyez. Oui. Alors, c'est-à-dire la croyance. Les Vietnamiens croyaient dans le Vietnam, dans leur culture, leur histoire. Il existait quelque chose en dehors de l'être humain. Pensez. Non, la nation, la culture, c'est pas en dehors de l'être humain. Parce que ça divise de temps en temps. Pardon? Ça divise le peuple. La nation, non. Les Vietnamiens ont été unis dans le combat. S'ils n'avaient pas été unis, ils n'auraient pas gagné la guerre. On va résumer. Dieu existe, les prophètes sont justes. Je dis que les prophètes en général, vous m'avez posé la question, est-ce qu'ils sont justes ou pas justes? Ils existent et ils représentent un moment dans l'histoire de l'humanité. La plupart des personnes qui vous avez défendues, Oui. c'était des croyants. Oui. Pas tous. La plupart. La plupart. La plupart, c'était des croyants. C'est-à-dire, les actes qu'ils faisaient, ils suivaient une croyance. Oui. Maître Jacques Vergès, quand il les défendait, vous ne défendiez pas l'objet qu'il croyait était juste ou non, vous défendiez l'individu, n'est-ce pas? Mais cet individu, il avait des valeurs qui peut-être n'étaient pas 100% favorables à vos valeurs. Non, je défendais les valeurs, non pas seulement les individus, mais leurs valeurs. Quelles étaient les valeurs des combattants du FLN algérien? C'était l'indépendance de l'Algérie. Ça, on n'en parle pas. Algérie, non. Les autres. Quels étaient les... par exemple, j'ai défendu des fidaïns palestiniens. Oui, Certains étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens. oui. Toujours étaient croyants. Et toujours, c'était l'indépendance de la Palestine. Mais s'ils n'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas à Jésus comme sauveur, à l'islam politique révolutionnaire qui va changer le monde, jamais ils ne pouvaient pas devenir fédaïs. Parmi eux, il y avait des marxistes. George Harash, Naïf Ouattara. Parmi les Palestiniens. George- Je ne parle pas de ceux que je n'ai pas défendus, mais parmi ceux que j'ai défendus, il y avait des marxistes. Je vous confie un secret, mon cher. Pardon? Je vais vous confier un secret. Oui. Puisque je connaissais George Harash, Naïf Ouattara. Vous savez, pourtant que c'était des socialistes, on peut dire, des communistes, des marxistes. Oui. Mais à la fin, même je vais vous dire, les représentants de Fidel Castro, juste le dernier, c'était, il y a déjà 2 ans, l'ambassadeur de Cuba en France. Quand on parle, quand on discute, à la fin, on arrive à quelque chose. C'est-à-dire, à la fin, on arrive à quelque chose, de temps en temps, on va le nommer le Dieu, la force organisateur du monde, je ne sais pas quoi, mais il croyait à quelque chose plus fort que la puissance d'être humain. Tous ces gens-là. C'est possible. Si vous les avez connus et que vous me dites cela, c'est possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner sa vie sans penser que cette vie, on va le donner pour quelque chose. Et là, ici, il commence quelque chose plus important que l'individu. Oui. Oui, c'est vrai. Croyez-vous à l'éternité de l'esprit et le retour de l'esprit, mon cher maître?
C'est une question à laquelle je pense sans arrêt, sans trouver de réponse. Mais dans le fond, Maître Jacques Vergès, croyez-vous que l'esprit est éternel? Ça dépend ce que vous appelez esprit. Le moteur de notre corps, de cette cadavre, le moteur, l'essence qui le fait bouger, les rêves qu'on fait, quand on ferme nos yeux, on rêve, on voyage. Et pour la plupart des fois, dans tous ces voyages-là, nous voyons où passer pour le futur. Ça vous a déjà vu, non? Bien. Voyage d'esprit. Mhm. L'esprit, il peut retourner? L'esprit, vous dites quoi? Oui. Il peut retourner une fois qu'il quitte n'importe quel individu. Là, c'est un problème auquel je ne peux pas répondre. Vous ne voulez pas répondre, mais vous avez peut-être la réponse Auquel pour je- vous. Auquel je ne peux pas répondre pour l'instant. Maître Jacques Vergès, savez-vous que vous êtes un mythe dans le monde? C'est possible. Et à votre avis, vous êtes plutôt un mythe, un messager ou un prophète? Je ne suis pas un prophète, je n'ai pas cet orgueil. C'est vrai que je suis connu et je représente, pas par moi-même, par ceux que j'ai défendus depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, tous ceux qui se battent contre le colonialisme, tous ceux qui se battent contre l'agression, tous ceux qui se battent contre la torture, la domination des plus forts. Voilà ce que je représente. Est-ce que la terre, le pouvoir toujours, était à la main du mal, du diable, ou on avait de temps en temps quelques pouvoirs humanistes? Je crois qu'il existe des moments dans l'histoire des pays et de l'humanité où, à un moment, le pouvoir était humaniste, oui. Vous pouvez nous donner quelques exemples, mon cher maître? Écoutez, quand pendant la Deuxième Guerre mondiale, à 17 ans, je m'engage dans les troupes du général de Gaulle, il est bien évident que les forces du général de Gaulle représentaient vraiment un pouvoir juste. Ils se battaient contre l'Allemagne nazie, ils se battaient contre les collaborateurs en France, et en même temps, nous étions une armée qui menait une guerre propre. Nous étions victorieux, mais nous menions une guerre propre. Quand on entrait dans un village en Italie, on ne mettait pas le feu, on ne violait pas les femmes. Et demain, la même chose en Allemagne. C'est-à-dire, on peut dire que la France a construit des écoles, Alliance française, les Britanniques des mosquées. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Colonisation? C'est pas ça du tout. Non. Vous parlez des Britanniques. Je n'arrive pas à comprendre comment, à Babylone, les Britanniques ont pu démolir les murs de briques du palais pour construire un barrage. Ça, pour moi, c'est le crime inexpiable. Je ne peux pas comprendre comment, entrant dans Bagdad, les Américains ont protégé l'Institut du pétrole, mais laissé piller le musée archéologique. Et pillé non pas par des vandales, mais par des experts. Les copies n'ont pas été volées. Les œuvres authentiques ont été volées. Ça, c'est ce que je n'avais pas. Ça, c'était toujours l'attitude et la méthode des vainqueurs. Pas toujours. Un vainqueur qui était positif, sauf Général de Gaulle. Il existe, par exemple, quand les Romains ont conquis la Grèce, ils ont respecté la culture grecque. Alexandre s'est brouillé avec ses généraux par respect pour la civilisation perse. Par exemple, Alexandre, avant d'attaquer la Perse, lui-même, il avait une admiration pour cette civilisation. Oui. Alors, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire, plutôt il se voyait d'être l'enfant de la Perse. Surtout après tout ce que sa mère, il avait dit, il se croyait de ne pas être l'enfant de Philippe, plutôt l'enfant de la Perse. Mais pourtant, ces soldats, au-dessus, ont brûlé certaines villes, ont volé nos Avestas, 120 ouvrages d'Avesta, c'était volé. Mais pourtant, c'était mieux d'être brûlé, parce que quand on vole, on peut l'utiliser.
Alors, mon cher maître Jacques Vergès, pour vous qui êtes un homme courageux, ce n'est pas bidon de dire ça, maître Jacques Vergès, c'est un homme courageux. Alors pour vous, la peur, c'est quoi? Vous le connaissez là? Non, je ne sais pas. Jamais vous ne l'avez pas. Non. Alors pendant un certain temps, on avait misé sur votre tête, c'est ça? Oui. Le gouvernement français, le Premier ministre de l'époque, avait donné l'ordre aux services spéciaux d'abattre 4 avocats. D'accord. Numérotés 1, 2, 3 et 4. J'avais le numéro 2, le numéro 1 a été tué. Et le colonel qui est en réserve aujourd'hui, qui n'est plus en activité, reconnaît que c'est lui qui a organisé l'assassinat et que c'était l'ordre du Premier ministre de l'époque. Alors quand on parle de Moussad, on parle de Moussad, ça c'est pas vrai alors. Parce que Thierry Jean-Pierre, dans son livre, il parle de Moussad, service de renseignement israélien qui voulait vous tuer. Alors c'était la France plutôt. L'un n'exclut pas l'autre. Pourquoi? Ben, le Mossad peut vouloir tuer des gens et les services spéciaux français à un moment aussi. Mais Moussad, jamais il n'a pas oublié ni loupé ses cibles. Vous connaissez, vous savez ça mieux que moi, mon cher maître. Moussad, s'il voulait tuer quelqu'un, même si ça se passe 10 ans, 50 ans, 20 ans, il va arriver à bout. Oui, je sais que le Mossad a tué un garçon de café marocain à l'île-à-Mer en Norvège, en pensant que c'était Salamé. Ouais. Donc le Mossad n'est pas infaillible non plus. Pour vous, votre vie était menacée. D'abord, ou peut-être, on peut commander de temps en temps, non? On pouvait, et le Premier ministre français, il pouvait être commandé par un autre service de renseignement. Non, je crois pas. Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au ciel, 85 ans, n'est-ce pas mon cher maître? Pardon? Vous avez 85 ans? Non, non. Non? Non, j'ai seulement 82. 82, encore. Alors, que j'espère, comme on dit chez nous, chez les Perses, on dit, espérons que vous arrivez à 120, 140, comme mon grand-père, il avait vécu 120 ans. Alors je dirais, comme on dit aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, à 82 ans, grâce au ciel, vous êtes toujours vivant. Alors, les menaces qui existaient à l'époque, malgré tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire, nous connaissons bien l'histoire. Dans l'histoire, il y a des individus qui font très très peu par rapport à ce que maître Jacques Vergès a fait. Alors, ils sont liquidés tout de suite. Ce que vous restez toujours vivant, on est très très content de ça, c'est quoi ça? Peut-être. Alors, on va retourner à notre première question, le ciel. Alors, c'est-à-dire, Peut-être. il y a quelque chose qui nous gère. Mais là-dessus, je vous dis, je ne peux pas vous suivre dans un débat, c'est trop compliqué pour un débat aussi bref. On peut l'utiliser pendant plusieurs émissions, mon cher maître. Oui, mais pour l'instant, c'est une seule émission, on est dans une seule émission qui n'était pas prévue pour durer très longtemps. Alors, mon cher maître, vous avez défendu plusieurs chefs d'État. Oui. Est-ce que vous avez travaillé, sauf les chefs d'État que vous avez défendus, pour le gouvernement, c'est-à-dire n'importe quel gouvernement, est-ce qu'il vous a fait... Là-dessus, il y a une légende inspirée par mes adversaires. Je n'ose pas dire mes ennemis. Je n'ai jamais défendu... En général, quand on dit que je défends des chefs d'État, je défends des pays. Quel que soit le régime en Afrique d'un pays, quand une société de bâtiments et de travaux publics française ou américaine ou allemande construit un complexe hôtelier immobilier et commet des malfaçons, défendre la société locale contre la société occidentale, ce n'est pas défendre le chef, c'est défendre les intérêts du pays. Bien sûr. Et même si le chef est un dictateur. Je vous dis, on ne parle pas des chefs, les 3 chefs africains. Non, est-ce que vous avez eu des contrats avec d'autres gouvernements? Par exemple, le dossier de Anis Nagash, Oui. vous avez été proposé par qui? Par Nakache. Par lui-même. Oui. Et c'est lui-même qui vous a payé? Il m'arrive de travailler gratuitement. Pour Anis Nagash, vous avez travaillé gratuitement? Oui. Avez-vous des contacts actuellement avec lui? Oui. Vous savez qu'il est devenu un homme riche, politicien.
Il fait des interventions. Même maintenant, ça y est, c'était gratuit. Vous ne voulez pas être payé? Non. Non. Pour la libération d'Anis Nagash, à l'époque, est-ce que vous avez intervenu? Vous êtes, Il m'a demandé d'être son avocat pour que j'intervienne, mais que j'intervienne médiatiquement et auprès des autorités françaises. dans les négociations? Je ne suis pas intervenu. Non. Non, j'ai créé une situation qui forçait les autorités françaises à négocier. Vous pouvez nous donner un peu d'explication comment vous avez créé cette médiatiquement, c'est ça? C'est simple, Anis Nagash faisait la grève de la faim, Oui. et tous les jours je faisais un communiqué. Aussi bien à l'AFP qu'à l'INA, je crois que ça doit être, l'agence iranienne, IRNA, et donnant l'état de santé de Nakash, et montrant que du jour qu'il pouvait mourir, qu'il n'avait pas les soins nécessaires, qu'il était impossible dans une prison de lui accorder les soins nécessaires. Et donc j'ai mobilisé l'opinion, aussi bien en France que j'imagine en Iran, jusqu'à ce que les autorités françaises à la fin négocient, non plus avec moi, mais directement avec les Iraniens. Qu'est-ce qu'il a obtenu, la France, de cette libération? Je ne sais pas. Plus de milliards de contrats, peut-être? Sans doute. Actuellement, vous savez que la France, depuis Jacques Chirac surtout, a signé de bons contrats avec la République islamique d'Iran. Je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Mais après l'échange d'Anis Nagash. Non, l'Anis Nagash, c'était du temps de M. Mitterrand. Mais Jacques Chirac aussi était Premier ministre. À l'époque, non. À l'époque, c'était le... Ah, c'était Vaïd Gorgi. Il était... Pour Vaïd Gorgi, vous n'avez pas intervenu? Non. Pour Vaïd Gorgi. Non. Mon cher maître, l'histoire de Oridov avec l'Iran, le dossier nucléaire iranien oui. avec la France, êtes-vous au courant de ça? Non. Que l'Iran, il a des parts dans la société Oridov français. L'Iran avait des parts, avait investi dans le projet Eurodif, je sais. Et puis, je sais qu'il y a eu un conflit lorsque le nouveau pouvoir est arrivé en Iran et qu'à la fin, au temps de M. Rafsanjani, un accord a été obtenu, mais je n'ai pas suivi cet accord. Vous n'avez pas suivi. Non. Alors, Saddam Hussein, on a entendu que vous étiez prêt à le défendre, mais tout d'un coup, tout était basculé. Pourquoi vous n'avez pas suivi le dossier de Saddam Hussein? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est simple. Dans l'affaire de Saddam Hussein, 42 membres de sa famille m'avaient désigné. Mais sa fille, qui était l'invitée d'honneur du roi de Jordanie, avait désigné d'autres avocats. Et comme il y avait un conflit d'avocats, je me suis retiré parce que un conflit d'avocats, c'est l'échec assuré. C'est vrai. Vous pensez, si Maître Jacques Vergès était avocat de Saddam Hussein, ça changeait des choses? Peut-être. Peut-être parce que c'est évident que le procès de Saddam Hussein a été exigé par les Kurdes, oui, qui accusent Saddam Hussein d'avoir fait des bombardements avec des gaz, et par les chiites, qui accusaient Saddam Hussein, après la guerre du Golfe, d'avoir fait un massacre dans le sud. et surtout par l'Iran. Oui. Et donc, ce procès était exigé par les Kurdes et les chiites. Et donc, les Américains et leur gouvernement sur place, le gouvernement qui collabore avec eux, ont ouvert deux procès là-dessus. Mais ce procès ne pouvait pas avoir lieu avec la présence de Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein aurait pu dire, vous m'accusez d'avoir utilisé des armes de destruction massive, mais c'est vous qui me les avez vendues. Vous m'accusez d'avoir bombardé des gens dans la région du sud, dans les marais où il y a des chiites, mais vous étiez les maîtres du ciel. Donc vous êtes mal placé. Ou bien alors, si vous me considérez comme coupable, que M. Rumsfeld s'assoit à ma droite et M. Dick Cheney à ma gauche. Et à ce moment-là, il fallait donc ouvrir le procès, mais que Saddam Hussein n'y soit pas. Alors on a fait un procès qui est une manipulation. On a fait un procès concernant un attentat manqué contre Saddam Hussein et la condamnation à mort d'un grand nombre de villageois par un tribunal spécial
Et à ce sujet, on l'a poursuivi. On l'a condamné à mort et on l'a poursuivi tout de suite. C'est-à-dire que le procès concernant les Kurdes et les chiites pourra avoir lieu sans la présence de Saddam Hussein. C'était le but. Donc j'aurais dénoncé ce procès comme une manipulation. Je ne pense pas que ça ait été fait. La deuxième chose, c'est les autorités américaines en 2003 ont suspendu la peine de mort en Irak. Et la peine de mort a été rétablie en 2004 par le gouvernement irakien. Et donc, si Saddam Hussein avait été jugé en 2003, on ne pouvait pas le condamner à mort. Et c'est contraire à toutes les normes internationales que d'appliquer après coup une sentence plus sévère que des années auparavant, pour des faits antérieurs. D'autre part, quand je pensais être le seul avocat de Saddam Hussein, j'avais porté plainte à la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome, contre M. Tony Blair, pour crime contre l'humanité. Pourquoi Tony Blair? Parce que je ne pouvais pas porter plainte contre M. Bush, parce que les États-Unis n'ont pas reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Tandis que l'Angleterre, comme l'Europe, a reconnu. Et je disais, les Anglais sont co-auteurs, sont co-responsables de tous les crimes commis en Irak, les massacres des villageois, à Bassora ou ailleurs, les crimes contre l'humanité, les tortures à la prison d'Abu Ghraib, par exemple. Et si j'avais été dans le procès, j'aurais suivi là-dessus. Et il est évident que si M. Tony Blair avait été entendu, ne serait-ce que comme témoin, oui, on aurait parlé beaucoup plus de M. Tony Blair que de M. Saddam Hussein. On aurait parlé beaucoup plus d'Abu Ghraib que d'autres choses. Mais je n'ai pas été l'avocat de Saddam Hussein, je le regrette. Certains disent que peut-être c'est pour ça que je suis encore en vie, je n'en sais rien. Je sais que dans son procès, 3 avocats ont été tués quand même. Voilà. Et un 4e est à l'hôpital. Oui, quand même c'était un procès assez dangereux aussi. Un procès dangereux et truqué, on ne peut pas appeler ça un procès. Et avant de pendre quelqu'un, on l'insulte, je trouve que c'est le comble de l'abjection. Tamponner ça aussi, comme quoi Maître Jacques Vergès n'avait pas peur d'accepter de suivre Saddam Hussein, mais ça ne venait pas de votre part. Ça ne venait pas de votre part, vous étiez d'accord de le prendre. Vous étiez d'accord de prendre le risque. Maître Jacques Vergès, 2 dernières questions. Oui. Vous votez? Ça m'arrive. C'est-à-dire pas tout le temps. Pas tout le temps. Pour le présidentiel, vous avez voté? Oui, mais ça, je ne vous dirai pas, c'est secret. Non, je ne veux pas vous demander, seulement je veux savoir si vous avez voté. Oui. Alors, dernière question, c'est le 11 septembre, mon cher Maître Jacques Vergès. Oui. Le 11 septembre, il y avait un rapport aussi qui a été publié par les Américains. Il y avait certaines enquêtes qui ont été faites par Thierry Mason et d'autres, je ne sais pas si vous avez lu ou non. Oui. Maître Jacques Vergès, que pense à ce sujet? Je n'ai pas suivi toutes les enquêtes à ce sujet. Mais ce que je sais, c'est que c'est très étrange. Très étrange qu'une vingtaine de personnes de type non européen, très bronzé, parlant l'américain avec un accent arabe, vivant on ne sait pas de quoi, puissent prendre des leçons de pilotage, sans essayer d'étudier les procédures d'atterrissage ou de décollage, uniquement de conduire quand l'avion est en l'air, et que les services américains n'ont rien remarqué. Je suis étonné. Je suis d'autant plus étonné qu'il y a des agents américains qui ont signalé à leur direction qu'il y avait des choses étranges. Et je pense que, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense donc qu'il y a quelque chose d'anormal dans la fonction des services américains dans cette affaire, et que d'autre part, le 11 septembre était du pain béni pour le gouvernement américain qui voulait faire la guerre. Voilà, si vous voulez, ce que je vais vous dire pour terminer notre entretien. Maître Jacques Vergès, je vous remercie beaucoup de nous recevoir dans votre très jolie pièce historique. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.